Sparte est aujourd'hui avec Athènes l'une des plus célèbres cités de la Grèce antique. Si vous vous souvenez un tant soit peu de vos cours d'histoire, le nom de cette ville du Péloponnèse doit vous être familier. Pour les autres, si vous avez fréquenté des bibliothèques et des cinémas, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du comics 300 de Frank Miller et de ses adaptations sur grand écran en 2007 et 2014. Ces œuvres avaient largement fait parler d'elles, et pas forcément en bien d'un point de vue historique, tant les libertés artistiques prises et l'idéologie véhiculée étaient contestables. À leur décharge, l'histoire antique de Sparte est particulièrement difficile à étudier, en raison de problèmes liés aux sources, surnommés le mirage spartiate. Dès l'Antiquité, les historiens ont en effet des difficultés à étudier la cité, puisque cette dernière cultive le secret qui l'entoure, ce qui a suscité au cours des siècles deux attitudes opposées, soit une fascination aveugle, soit une défiance radicale. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ubisoft et de son studio montréalais de nous proposer un nouveau médium pour explorer l'histoire de Sparte avec Assassin's Creed Odyssey. Cet épisode, dont le nom fait évidemment référence à l'Odyssée d'Homère, est pleinement consacré à l'histoire grecque antique. Il fait évoluer le joueur au 5e siècle avant Jésus-Christ, au cœur de la guerre du Péloponnèse, et plus spécifiquement dans le camp de Sparte. Mais il évoque également certains mythes importants de cette cité. Alors, le jeu répète-t-il les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, ou fait-il preuve, au contraire, de fidélité historique? À l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed Odyssey, je vous propose aujourd'hui un petit voyage au temps de la Grèce antique pour mieux comprendre le contexte de la guerre du Péloponnèse, mais aussi l'histoire de la mythique cité de Sparte. Assassin's Creed Odyssey nous plonge au cœur de la Grèce antique, au début de la guerre du Péloponnèse en -431. Le joueur y interprète soit Alexios, soit Cassandra, deux personnages issus de la ville de Sparte. Si aujourd'hui le nom de Sparte a traversé les millénaires, c'est pour une raison simple. Dès l'Antiquité, cette cité est de par sa superficie la plus puissante du monde grec. Elle contrôle un territoire de près de 8500 km², soit 3 fois plus qu'Athènes. Son aura sur le monde grec est aussi due à la renommée militaire de ses soldats, mais aussi à l'originalité de son système politique. Depuis l'époque archaïque, Sparte possède un régime politique unique en son genre, mélangeant oligarchie, démocratie et diarchie, c'est-à-dire une double monarchie. Les deux rois de Sparte constituent l'une de ses plus grandes originalités, dont l'origine historique est encore inexpliquée aujourd'hui. Les rois, issus des deux familles régnantes que sont les Agiades et les Eurypontides, possédaient un certain nombre de privilèges sur les citoyens, mais aussi un pouvoir concret, celui de mener l'armée spartiate au combat. L'un restait alors dans la cité, tandis que l'autre combattait. Néanmoins, avec la guerre du Péloponnèse, les combats vont se dérouler plus loin, plus longtemps et sur plusieurs fronts, ce qui va obliger les rois à nommer des généraux pour mener les expéditions. Cette originalité des deux rois de Sparte se retrouve en filigrane dans Assassin's Creed Odyssey, puisque nos héros descendent d'une des deux familles royales. Évidemment, Ubisoft a ancré son récit dans la grande histoire de Sparte, en donnant pour grand-père à Alexios et Cassandra l'un des rois les plus célèbres de son histoire, Léonidas Ier. Né vers -540 dans la famille des Agiades, ce personnage entre dans l'histoire de sa cité et du monde grec au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, au moment de la Deuxième Guerre médique. Les Grecs ont longtemps entretenu des relations difficiles avec leurs voisins perses, qu'ils confondaient avec les Mèdes, d'où le nom de guerre médique. Les raisons principales de cet antagonisme sont la présence des cités grecques d'Asie au sein de l'Empire et les enjeux autour de la domination de la mer Égée. Après avoir maté une première révolte infructueuse des cités grecques d'Asie, les Perses lancèrent plusieurs expéditions contre les Grecs entre -494 et -490, que l'on appelle la Première Guerre médique. Celle-ci se termina par la victoire athénienne de Marathon, qui fut un événement fondateur pour la cité, autant pour son prestige que pour ses prétentions hégémoniques sur le monde grec. Du côté perse, Marathon est un échec mineur, que le roi perse Xerxès Ier décide de venger. Il prend la tête d'une gigantesque armée perse et marche sur la Grèce. C'est le début de la Seconde Guerre médique, qui se déroule entre -481 et -478. Face à cette mobilisation, les Grecs se réunissent afin de constituer une alliance. Des conflits locaux sont mis de côté face à l'ampleur de la menace perse, mais seulement 31 cités sur 1 millier s'engagèrent par serment.
Sparte et son roi Léonidas sont choisis pour diriger la guerre et prendre le commandement des forces communes. Rapidement, les Grecs choisissent d'établir une ligne de défense aux Thermopyles, qui constitue l'unique passage vers la Grèce centrale où les Perses ne peuvent profiter de leur supériorité numérique en raison de l'étroitesse du lieu. Cette bataille est devenue mythique, et une fois encore, Assassin's Creed Odyssey ne loupe pas cette référence, puisque la vidéo de lancement du jeu l'évoque d'ores et déjà. Aux Thermopyles, les Grecs menés par Léonidas sont au nombre de 7000, dont 300 Spartiates qui n'appartiennent pas forcément à l'élite personnelle du roi, mais ont tous pour point commun d'avoir déjà un fils. Après 3 jours de combat, le roi Léonidas meurt avec ses 300 compagnons sur le champ de bataille. Son sacrifice permet de gagner du temps. Les armées grecques se mobilisent et remportent finalement la deuxième guerre médique à la bataille de Salamine. Ce choix de Léonidas de la part d'Assassin's Creed Odyssey peut être à tort considéré comme une facilité, au regard du succès du film 300 de Zack Snyder qui y était consacré, et de la popularité actuelle du roi de Sparte. Mais si l'on en croit les sources antiques, Léonidas était déjà à l'époque perçu comme un modèle à suivre, pour forger de nouveaux héros dans la cité. Avec un jeu tel que Assassin's Creed Odyssey, où l'on demande régulièrement aux joueurs de mener des actions héroïques, il paraît évident qu'Ubisoft a choisi Léonidas comme ascendance et modèle à imiter. Mais là où les éditeurs ont choisi l'originalité, c'est que le personnage du jeu n'est pas élevé à Sparte, puisqu'il est abandonné enfant par ses parents et devient mercenaire. Ce faisant, notre personnage manque l'agogé, la formation publique obligatoire et collective qui transforme les jeunes hommes en bons citoyens soldats spartiates. Comment se déroule cette formation ? À partir de ses 7 ans, l'enfant est enlevé à sa famille et placé avec ses camarades du même âge sous la responsabilité de la cité. Débute alors son éducation intellectuelle, apprendre à lire et écrire, mais surtout physique, où l'on prépare l'enfant à devenir un soldat. On développe son endurance, sa discipline, sa résistance à la faim, à la soif, au froid et ses techniques de combat. Cette éducation particulièrement concurrentielle est jalonnée de rites de passage, dont le plus célèbre est sans doute la cryptie. Durant cette épreuve, le jeune Spartiate devait vivre caché pendant 1 an et ainsi voler et potentiellement tuer pour survivre. L'idée finalement de l'agogé est de préparer l'intégration des enfants à la communauté des citoyens et au mode de vie collectif spartiate. En effet, les hommes vivent entre eux jusqu'à l'âge de 30 ans et participent tous aux fidities, c'est-à-dire les repas en commun. Le but est de renforcer la solidarité dans la communauté des citoyens et donc évidemment de renforcer la cohésion des hommes au combat. Dans le cadre d'Assassin's Creed Odyssey, notre personnage est un Hippomeiones, un citoyen déchu de ses droits civiques, car abandonné dès l'enfance pour une raison que l'on ignore. Cette situation soulève le mythe classique de l'eugénisme à Sparte. Plutarque est le seul auteur à évoquer ce phénomène de sacrifice des enfants en mauvaise santé comme une pratique sociale courante, organisée par la cité. Pourtant, à ses origines, il semble que la cité n'ait jamais adopté de loi sur la question. Mais on connaît assez mal l'évolution sociale de Sparte, donc le phénomène aurait pu se développer durant les siècles suivants. S'il a pu exister une pratique au cas par cas empêchant l'héritage des citoyens d'être transmis à des enfants invalides, l'eugénisme à Sparte, comme dans le reste de la Grèce, relève tout de même davantage du mythe que d'une pratique sociale répandue. Finalement, le jeu se focalise sur la guerre du Péloponnèse, qui oppose la Ligue de Délos menée par Athènes à la Ligue du Péloponnèse sous l'hégémonie de Sparte. Je vais tâcher de vous en dresser un portrait rapide, même si des heures et des heures de vidéos ne seraient pas suffisantes pour comprendre les jeux d'alliance et les évolutions politiques liées à ce conflit. Après la victoire des Grecs lors de la Deuxième Guerre médique, Athènes met en place une alliance, la Ligue de Délos, afin de mener des représailles contre les Perses et de reconquérir les dernières cités grecques d'Asie. Si cette ligue réalise d'abord son objectif initial de chasser les Perses, Athènes va rapidement développer à travers elle une politique impérialiste, en conquérant des territoires et en contraignant ses alliés. Évidemment, la Ligue du Péloponnèse, menée par Sparte, voit d'un mauvais œil cet impérialisme athénien, et après plusieurs conflits locaux et de multiples trêves et paix, l'équilibre international se rompt en moins 431. C'est le début de la guerre du Péloponnèse. La Ligue de Délos, qui est une puissance maritime, dont les troupes terrestres sont 4 fois moins nombreuses que celles du Péloponnèse, se concentre alors sur la défense d'Athènes, de son port et l'ouverture de plusieurs fronts à l'étranger, en Thrace, en Sicile ou encore dans les détroits.
A l'inverse, la Ligue du Péloponnèse mène une guerre classique, qui consiste à occuper le territoire contesté à l'ennemi, et elle cherche également à contenir les nouveaux fronts ouverts par les Athéniens. Assassin's Creed Odyssey a parfaitement saisi cette caractéristique de la guerre, où les cités basculent d'un camp à l'autre en fonction des affrontements. Pour la première fois de la saga, le joueur pourra ainsi influencer le cadre général de la guerre, en intervenant directement au cœur de certaines batailles, et ainsi permettre la conquête de certaines cités. Après de nombreuses péripéties aux quatre coins de la Grèce, que je laisse à Ubisoft le soin de vous présenter, le sort d'Athènes est finalement scellé par une série de batailles navales. Les Spartiates, qui se sont construits une flotte, avec le soutien logistique des Perses, écrasent finalement à Aigos Potamos les troupes athéniennes. La flotte et l'armée spartiate sont alors libres de débuter le siège d'Athènes, qui se rend définitivement en moins 404. En conclusion, que faut-il retenir historiquement d'Assassin's Creed Odyssey? Malgré un univers grec riche en mythes et légendes, Ubisoft semble s'être largement reposé sur des éléments historiques pour écrire la trame de son jeu. Certes, la méduse de la mythologie grecque a fait son apparition dans plusieurs vidéos, et le fil rouge de la saga à propos de la première civilisation est toujours bien présent. Mais les références historiques utilisées par Ubisoft me laissent penser que le jeu saura convaincre un large public. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'éditeur peut accrocher des joueurs peu sensibles à l'histoire grecque grâce à l'évocation de Léonidas et des Thermopyles, des références qui aujourd'hui résonnent dans tous les esprits. Par ailleurs, l'éditeur peut également convaincre des joueurs plus spécialisés sur la Grèce grâce à l'utilisation de la guerre du Péloponnèse comme contexte de son récit, une guerre qui objectivement est l'une des plus fascinantes, des plus complexes et des plus riches de l'histoire grecque. Enfin, la possibilité d'interpréter une femme saura peut-être convaincre davantage la gente féminine de s'intéresser à cet opus. Mais cela, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo consacrée aux femmes dans l'Antiquité grecque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, partager l'émission sur les réseaux sociaux et vous abonner à Analeps. Pour les fans d'Assassin's Creed, n'hésitez pas à aller consulter mes autres vidéos sur la légende noire des assassins et les femmes dans la Grèce antique. Et pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos historiques, j'espère qu'elles vous plairont tout autant. Ciao!